Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Chloé, bonjour Laura. On commence Bonjour. la nouvelle année de manière assez sympathique. On n'est plus deux, on est trois maintenant. C'est incroyable. Hein? Bon, la nouvelle année commence bien? Merveilleusement bien, regarde, on est tous les trois. Ouais, mais dis-moi, tu es pas venue toute seule aujourd'hui? Tu es venue avec qui? Écoute, voilà, ça fait des mois et des années que je participe avec joie à ce podcast et j'ai décidé que ça y est, je pouvais plus la garder secrète. Donc, je suis venue avec mon associée Laura Ballester, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et bon, même si je la garderai bien pour moi, je peux pas faire ça à nos auditeurs. Donc, elle est avec nous aujourd'hui. Elle a un sacré sourire en tout cas. Elle est comme ça. Hein? Ouais, on sourit pas mal, ouais. Hein, c'est vrai, hein? On l'avait vu sur les photos de lancement de C'est votre vrai. société, Ouais, mais c'est pas juste des photos, quoi, c'est la réalité. c'est la réalité. Hein? Ok, super. Tu veux Enchantée, contente d'être là. donc Laura, elle est juste avocate ou elle a une spécialité? Elle fait quoi exactement? Laura, elle est pas juste avocate. On peut pas dire ça de Laura. Laura, c'est mon associée, c'est la cofondatrice d'Adon Avocat. Et Laura, elle exerce en droit du travail. Donc, on est très complémentaires parce que moi, le droit du travail, j'y connais pas grand-chose. Et du coup, c'est Laura qui accompagne nos clients, à la fois côté salarié et côté employeur, dans le secteur du tourisme notamment, et qui les assiste, les accompagne, les représente devant les juridictions si nécessaire en droit du travail. Super. Mmh. Alors pourquoi Laura est là aujourd'hui? C'est parce que, tous les 3, on enseigne, dans des écoles et on a souvent des étudiants qui sont des alternants et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent au niveau de l'alternance et on a pensé avec Chloé que ça serait intéressant d'aborder ce sujet aussi bien pour les alternants que pour les entreprises, afin de comprendre exactement le cadre juridique, comment ça fonctionne et quels sont justement les avantages d'avoir un alternant, aussi bien pour l'employé que pour l'entreprise. Comment vous voulez aborder ce sujet qui est intéressant? Les 2 épisodes précédents, j'ai interviewé des personnes qui étaient justement dans ce système d'alternance, d'apprentissage. Moi-même, je suis un enfant de l'apprentissage. Et c'est marrant, avec Arnaud Castagnette du Cloître à Marseille, on parlait même pas d'apprentissage, mais plutôt de compagnonnage. C'est vraiment d'accompagner un jeune à découvrir un métier, à apprendre le métier, mais aussi à savoir être, un savoir-faire, des valeurs humaines, etc. Aujourd'hui, le cadre juridique, il se présente de quelle manière par rapport au rôle ou au poste d'alternant en entreprise? Alors, l'alternance, qu'on appelle aussi l'apprentissage, c'est particulier, c'est une espèce de contrat de travail qui est tripartite puisqu'on a à chaque fois l'administration qui met son nez dedans pour contrôler que tout se passe bien. C'est un contrat particulier dans la mesure où c'est une main-d'œuvre entre guillemets pas très chère pour une société puisqu'on a un salaire qui est défini légalement en pourcentage du SMIC. Donc on est en dessous du SMIC. On peut bien sûr mettre le salaire qu'on veut, mais en tout cas on a un minimum légal qui est plus bas que le minimum normal. Et la contrepartie de cette main-d'œuvre moins chère, c'est une formation qui est apportée à l'élève. Donc c'est vraiment normalement un principe un peu gagnant-gagnant où on a quand même un appui pour la société au quotidien, quelqu'un qu'on forme, et en contrepartie pour l'étudiant, au-delà de la rémunération qui en général n'est pas non plus suffisante pour vivre, ça lui permet quand même d'avoir une vraie, disons, une insertion dans le monde du travail en pratique et non plus en théorique, une vraie formation de la part de gens qui s'y connaissent, qui ont de l'expérience dans le métier, et à terme, ça débouche souvent après sur des CDI, enfin des embauches à long terme. Donc, c'est une idée assez vertueuse sur le principe. Et après, voilà, il faut voir ce qu'on en fait en pratique. Et aujourd'hui, toi, à travers ton métier, quels sont
les défis que tu peux rencontrer aussi bien du côté de l'entreprise que du côté de l'employé? Côté employé, pour commencer, via des cours qu'on a pu donner avec Chloé, je me suis rendu compte que l'apprentissage, je pense, n'était pas forcément toujours bien compris, pour le coup, côté entreprise comme côté salarié. Les jeunes, d'abord, avaient pas forcément conscience du fait il et elle avaient des droits particuliers en tant que travailleurs, en tant que soumis au droit du travail, et beaucoup d'abus, alors voulus ou non, parce que souvent c'est aussi une méconnaissance des règles, mais la sensation d'avoir un manque de formation, la sensation finalement de remplacer simplement un job en CDI à temps plein pour pas cher, et finalement des horaires aussi souvent un peu décorés de ce qui était prévu au départ, et difficilement compatible avec la formation qui est quand même à moitié du temps en université ou en école ou autre. Donc faut pas oublier, voilà, l'étudiant, il fait pas que travailler dans la société, il a aussi la moitié du temps des cours à suivre, des devoirs à rendre. Et le souci qu'avaient ces étudiantes là, en l'occurrence, c'était que des femmes, c'était vraiment une difficulté à allier les deux en termes de temps de travail. Ouais, parce que il me semble que du coup, les heures de cours sont quand même calculées comme des, enfin, pas comme des heures de travail, mais enfin, c'est pris en compte. Ouais, On ouais, peut tout à pas fait, scinder les tout à deux fait. en fait, hein. Exactement, on calcule le temps de travail au global avec les heures de cours. Donc on est censé avoir après un total qui est conforme à la convention collective, au code du travail, et on peut pas être sur des 50 heures par semaine, ce qui était le cas de ces étudiantes-là, puisqu'en fait, Mhm. alors c'était une alternance un peu particulière puisqu'on n'était pas sur des alternances par semaine et plutôt par jour, ce qui rendait d'autant plus compliqué le calcul par semaine. Elles avaient les devoirs à rendre, elles avaient le travail qu'elles cumulaient le week-end, et ça devenait difficilement gérable pour elles. Euh, Côté employeur, on va avoir du mal, parfois, de ce que je constate, déjà à comprendre un peu le mécanisme au niveau des aides qu'on peut recevoir financières, les démarches à faire au niveau de l'administration, et parfois des difficultés aussi à comprendre le rôle qu'on a en tant qu'employeur, mais aussi en tant que formateur, parce que c'est un rôle qui est double quand on recrute des alternants, des difficultés à comprendre en effet qu'au début l'alternant il n'est pas forcément opérationnel, que c'est finalement une main-d'œuvre qu'on pensait moins chère, mais qui en réalité les premiers mois peut s'avérer un peu plus cher parce que c'est des gens qui sont pas forcément très opérationnels, mais qu'on paye. Mais encore une fois, c'est une idée de cercle vertueux parce que dans l'idée, au bout de 3, 4 mois, on a quelqu'un qui est plus performant, qui a été formé à l'image de la société, qui est toujours au même salaire et qui devient tout d'un coup beaucoup plus performant et employable. Donc c'est un réel investissement de l'entreprise d'avoir un alternant, comme aussi l'alternant doit s'investir dans ses études et dans son travail. Tu parlais que il y avait certains employeurs qui ne savaient pas exactement justement quels étaient les codes pour l'alternance, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où justement on peut trouver ces informations, où ils peuvent être éclairés comment justement ce pourvoir d'un alternant, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça engage, pas seulement financièrement, mais surtout aussi humainement? Hmm. D'un point de vue juridique, pour avoir un peu une connaissance plus fine et pédagogique de ces droits, vous avez déjà le site Service Public, qui est vraiment le site classique fait par le gouvernement, qui est très bien fait pour le coup. Vous posez votre question sur Google, vous cochez les cases qui vous correspondent et vous avez toujours une espèce de formulaire qui sort. C'est vraiment servicepublic.fr. C'est très très bien fait et vous avez déjà toutes les règles applicables quand on est employeur d'alternants. C'est quand même très clair. Quand vous avez besoin d'informations un peu plus fines, vous avez les centres d'apprentissage, vous avez l'OPCO, qui est l'administration en charge de l'apprentissage, qui fournit aussi des guides en ligne, des informations gratuites qui permettent aussi d'y voir plus clair. Vous avez des notices disponibles en ligne pour remplir les formulaires pour embaucher un apprenti. Donc il y a pas mal d'informations qui sont disponibles publiquement. Euh, pour le salarié, c'est pareil. Sur service public, il y a les informations nécessaires. C'est plus difficile d'y avoir accès, je trouve, quand on est un particulier parce que les règles dépendent beaucoup aussi de l'âge qu'on a, de la formation qu'on a. Le salaire n'est pas le même selon l'âge qu'on a quand on rentre, selon la convention collective qui est applicable. Donc, c'est des informations qui sont plus difficiles à trouver quand on est alternant, mais ça se trouve.
Ensuite, au-delà de ça, je pense que côté employeur, ce qu'il faut avoir en tête quand on prend un apprenti, comme tu le disais François, c'est que c'est un investissement en temps. Ça prend du temps de former un apprenti. Les premiers mois, c'est des jeunes qui sont pas forcément opérationnels, donc on va devoir les accompagner. Il faut avoir en tête que ces jeunes-là, par principe, l'apprenti, il a les mêmes droits que n'importe quel salarié de la société. Donc ça veut dire que tout ce qui est prime prévu par la convention collective, par la société, euh, tout ce qui est avantage qu'on octroie aux salariés de manière générale vont être donnés aux apprentis. Donc, il faut bien avoir ça en tête aussi, parce que quand on parle de temps de travail, quand on parle de salaire, on peut avoir l'impression que voilà, c'est un emploi pas cher, mais que finalement, on va pouvoir quand même le rentabiliser avec le temps. Pas toujours. Parce que s'il y a beaucoup de primes, elles vont être aussi octroyées à l'apprenti. Donc, il faut vraiment être prêt dès le début à s'investir en termes de temps dans la formation, parce que derrière, ça peut coûter un peu cher au début, et il faut vraiment y voir surtout les avantages au long terme, qui est la formation d'un salarié un peu à son image. Dans un domaine où on peut avoir du mal à recruter. Ouais, et pour revenir sur le fait que, effectivement, côté à la fois employeur et côté salarié, il y a une méconnaissance des droits et des obligations. Euh, alors, c'est de mémoire, hein, et moi, j'en ai jamais rédigé des contrats, donc je vais te poser la question. De mémoire, il y a quand même pas mal de... Enfin, tu peux passer par un CERFA, simplement, pour Ouais. recruter un apprenti. Mais toi, tu conseilles d'aller plus loin, de rédiger un vrai contrat en bonne et due forme, parce qu'en fait, je trouve que le fait que ce soit aussi simplifié, c'est-à-dire qu'à la fois c'est complexe de savoir quelles aides tu peux avoir, etc. Mais j'ai l'impression que le recrutement en tant que tel se fait assez facilement. Et s'il n'y a pas de contrat de travail en bonne et due forme, c'est quand même beaucoup plus difficile de savoir quelles sont les attentes, les droits et les obligations de chacune des parties. Ouais, complètement. Moi, je conseille carrément à chaque fois de faire un contrat en plus du simple CERFA. C'est au-delà d'un engagement juridique des deux parties, c'est surtout une notice pour les deux, pour savoir un peu quelles sont les règles applicables. Mais On c'est ça. prévoit pas grand-chose de plus que ce que prévoit la loi ou la convention collective dans ce contrat un peu précis. Simplement, on a les idées claires sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on peut rompre le contrat, quel est le salaire applicable. Et en termes de sécurité juridique pour les deux parties, c'est quand même bien mieux. Le CERFA qu'il faut remplir quand on embauche un apprenti, il est pas mal. Il y a quand même déjà quelques informations qu'on a. En général, c'est un formulaire. L'apprenti ne le conserve pas, ce truc. L'employeur aussi peut avoir tendance un peu à le perdre parce que ça ressemble pas à un contrat. C'est vraiment Mais un c'est formulaire ça. qu'on remplit. On n'y accorde pas forcément l'importance qu'on devrait. Et encore une fois, comme tu le disais, Chloé, c'est quand même assez sommaire. Donc, quand on soumet le contrat à l'administration, le CERFA, on peut y joindre une convention annexe. Et moi, c'est ce que je conseille, une convention annexe qui est en fait un contrat qui va reprendre toutes les informations de part et d'autre et qui va reprendre notamment les conditions de résiliation du contrat. Ça, c'est hyper important parce que de part et d'autre, on peut se demander comment on peut mettre fin quand ça marche pas, que ce soit l'apprenti qui finalement fait vraiment pas l'affaire ou l'apprenti qui au contraire a l'impression que il est pas du tout formé et il a envie de s'en aller plutôt que de finir en arrêt de travail, ce que j'ai déjà vu. Ça peut être les conditions de résiliation, le recours à la médiation, qui est obligatoire quand on veut résilier le contrat, les conditions financières aussi, les prévoir dans le contrat pour avoir une idée de ce à quoi on peut prétendre quand on est apprenti. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, les primes qui sont octroyées aux autres salariés, si elles sont octroyées à tout le monde, elles doivent être octroyées aux apprentis. Faut le mettre dans le contrat, ça. Comme ça, il y a pas de doute sur le fait qu'on n'a pas cherché du tout à frauder au niveau des droits financiers de l'apprenti Mm. et l'apprenti pour qu'il en ait connaissance de ces règles-là. Mm. Plus c'est clair au début, moins il y a de conflit par la suite. Mais c'est ça, c'est ce qu'on Donc dit ce toujours. contrat, bah ouais. Donc vraiment, ce contrat-là, il est hyper précieux. Ça prend pas beaucoup de temps parce que, encore une fois, on va pas chercher des choses qui sont pas prévues dans la loi ou dans la convention collective. C'est pas des situations suffisamment particulières pour qu'on aille faire des contrats très compliqués. Donc c'est vraiment une notice à conserver de part et d'autre pour comprendre un peu quels sont ses droits à jour, hein, surtout parce que ça change souvent Mm. et pour pouvoir s'y référer quand on en a besoin. Hmm. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu dis, déjà, j'ai l'impression que avant d'aller vers un contrat d'alternance, qu'une entreprise décide d'employer un alternant, il doit se poser quand même de certaines questions. C'est quel est exactement le rôle qu'il souhaite jouer lui-même et faire jouer à l'alternant. C'est-à-dire, est-ce que déjà l'objectif, c'est de la transmission et d'apprendre un métier, justement, parce que je pense qu'il y a des possibilités, c'est-à-dire que si le salarié est formé selon
la culture de l'entreprise, etc., ben, il y a peut-être opportunité à la fin de son alternance de devenir un CDI. Donc, il y a un intérêt quand même, surtout quand on voit la pénurie de recrutement aujourd'hui dans le domaine du tourisme, il y a peut-être un avantage là. Mais aussi, c'est de se poser les questions. C'est la question suivante, c'est quel investissement je suis prêt à faire et non à aller chercher une main-d'œuvre pas chère. Parce que je pense que ça aurait tendance plutôt à biaiser la relation, aussi bien avec l'alternant qu'avec l'administration ou avec soi-même. Non? Ouais, complètement. Si on part du principe qu'on a besoin de quelqu'un, qu'on n'a pas les moyens, et donc on va aller vers un alternant, si c'est ça la motivation principale, vous avez une chance sur deux que la boîte se plante. Parce que l'apprenti va pas du tout être formé comme il faut, puisqu'il y aura pas le temps nécessaire pour le former. Il va pas être satisfait. Des salariés slash apprentis pas satisfaits, c'est des salariés qui s'en vont. C'est des salariés après qui déconseillent l'entreprise. Faut pas oublier l'importance de ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui la marque employeur. C'est une notion qui se développe énormément. Le monde du tourisme en plus est un petit monde. Ça se sait. Où est-ce que c'est bien travaillé, où est-ce que c'est moins bien travaillé. Donc quand on a du mal à recruter, ça peut être aussi ça peut être une conjoncture particulière qui fait qu'on a du mal à recruter. Ça peut aussi être parce qu'on a une mauvaise marque employeur et parce que ça se sait dans le secteur que là-bas c'est plus compliqué, que les droits sont moins respectés, que les conditions de travail sont dures. Donc c'est hyper important aussi quand on recrute un apprenti de savoir que cet apprenti il va retourner après parmi les autres étudiants, il va parler de son expérience, il va la partager. Donc si on n'est pas en mesure de lui accorder le temps nécessaire, il vaut mieux avoir recours à d'autres formes de travail qui répondent plus à ses besoins de main-d'œuvre moins chers et ponctuels, qui peuvent être par exemple le CDD. Le CDD, ça peut être à temps partiel. On peut y avoir recours, notamment quand on a une augmentation temporaire d'activité. Ça implique en effet certains coûts financiers, notamment en termes de primes à la fin, les 10% qu'on doit payer quand on met fin au CDD. Mais euh, finalement, je pense que les conséquences à long terme, elles sont moins importantes si voilà, on a vraiment un besoin ponctuel et pas un recrutement de CDI à long terme. Au contraire, si on cherche vraiment quelqu'un parce qu'on veut recruter, mais qu'on veut tester un peu la personne avant et on veut la former et voir si elle fait l'affaire pour un CDI, là, l'apprentissage, il y a toute sa place parce qu'on va pouvoir le former, on va avoir le temps de s'investir dans cette formation, on va désigner un maître de formation, c'est obligatoire, qui va l'accompagner, cet étudiant. Et derrière, si ça le fait, l'étudiant 1 aura envie de revenir, nous, on l'aura formé correctement et ça laisse la place après à un CDI. Ouais, donc au final, on revient un peu toujours, je trouve, aux mêmes conclusions, hein, que ce soit en droit du travail, en droit commercial, en droit du tourisme ou autre. C'est que la première chose, c'est se poser les bonnes questions. C'est déjà d'avoir conscience qu'il faut se poser des questions. C'est-à-dire quel est mon besoin, se prendre 5 minutes, lister ses besoins, et ensuite faire le point sur ce qui existe. Et c'est là où effectivement, il faut se plonger un petit peu dans le droit du travail, puisque là tu parlais du CDD à temps partiel. Il y a peut-être effectivement des employeurs qui n'ont pas conscience que c'est la meilleure option pour eux, alors qu'en fait ça l'est. Et donc à partir du moment où un employeur s'est posé ces questions-là et considère que l'apprentissage c'est une bonne option, est-ce que toi il y a d'autres questions ou réflexes à avoir quand on est employeur et que qu'on a envie de s'orienter vers cette voie-là? Et on a parlé du contrat, de rédiger cette notice qui est importante. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas spécialement? Je pense que la deuxième chose importante, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il faut désigner un maître de formation. Il faut savoir qui sera au sein de la société, surtout quand c'est des grosses sociétés, en charge de la formation de l'apprenti, de la vraie formation de l'apprenti. Parce que ce qu'on renseigne en général dans le formulaire, ça va être le responsable de l'équipe, ça va être le manager, le responsable légal, quoi. Ça va être officiellement le maître de stage. Mais dans la vraie vie, quand on a l'apprenti qui arrive, il va falloir avoir quelqu'un qui soit au quotidien avec lui, qui ait le temps nécessaire, donc à qui on ait aussi laissé le temps nécessaire pour pouvoir former cet apprenti en interne, que cette personne ne se retrouve pas en surcharge de travail parce qu'il a l'apprenti sur les bras. Au contraire, que ce soit une vraie relation vertueuse entre les deux, d'avoir cette personne qui est capable de le former. Donc il y a quand même un certain rôle hiérarchique ou en tout cas une certaine expérience dans la boîte qui correspondent au métier qu'on veut apprendre à l'apprenti. Ça c'est important aussi de savoir pourquoi on veut le recruter à long terme, vers quelle voie on a envie de le diriger en interne s'il avait envie de revenir, et d'expliquer bien à ce formateur quel va être son rôle, de lui expliquer bien quelles va être ses missions, le droit applicable, hein, c'est-à-dire la formation au quotidien, les horaires de travail, parce que quand on va avoir des cas de harcèlement moral qui vont se retrouver, malheureusement, c'est souvent dans les cas d'alternants parce que personne connaît les règles applicables. Bah,
le premier responsable, malheureusement et de façon involontaire, c'est souvent l'interlocuteur principal de l'apprenti, donc son manager direct, qui est pas forcément le représentant légal sur le papier, et à qui on n'a pas forcément expliqué aussi ce qu'il devait faire. Donc je pense que cette formation préalable du formateur, elle est indispensable. Super. Bah écoute, merci beaucoup Laure pour toutes ces informations. Avec plaisir. Ouais, non, c'était super intéressant. J'espère que ça va pouvoir aider aussi bien les entreprises que les alternants aussi à mieux comprendre les attentes de chacun, parce que l'investissement doit être des deux côtés. Hein, donc, je veux dire, l'engagement doit être des deux côtés, et on parle toujours de notion d'équilibre avant tout. Hein, mais aussi d'avoir ces informations, c'est aussi des opportunités pour les entreprises qui souhaitent recruter des alternants de vraiment se poser les questions, les bonnes questions avant de pouvoir recruter quelqu'un, parce que ça peut créer une mauvaise expérience pour l'entreprise et pour l'alternant qui ensuite peut être découragé par les métiers dans lesquels il exerce et ensuite donner, comme tu le disais, une mauvaise image, quoi. Donc, c'est vraiment super. Chloé, tu veux faire le mot de la fin? Oh, quel honneur. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Merci Laura. Moi-même, tu vois, j'ai été éclairée. Donc, c'est pas parce qu'on fait du droit qu'on connaît tout. On a besoin d'experts. Et donc, c'est très chouette de t'avoir eu aujourd'hui dans le podcast. Je crois qu'encore une fois, la conclusion, c'est qu'il faut se poser des questions. Il faut challenger un petit peu c'est peut-être ses premières intuitions, pas faire de l'alternance parce que tout le monde le fait et que ça a l'air cool et moins cher, et que y a des étapes, faut pas griller ces étapes, et que encore une fois le droit c'est des contraintes, mais c'est aussi un cercle vertueux quand on le respecte. Je crois qu'on revient très souvent à cette conclusion, et là ça n'a pas loupé, c'est encore le cas, donc c'est une bonne chose. Super, ben, merci beaucoup Laure pour ce partage. Et puis Chloé, ben, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.